au début des années 1980 en Libye. En plein cœur du Sahara, des fusées sont assemblées par d'étranges hommes en combinaison jaune, des techniciens allemands. Les fusées ont été commandées par le chef de l'État libyen, Mouammar Kadhafi, un dictateur que beaucoup tiennent pour fou. Elle s'est dit, si tu es fou, on aura peur de toi. Et c'est précisément ce qui se passe. Well, we know that this mad dog of the Middle East has a goal of a world revolution, Muslim fundamentalist revolution. Mais comment des Allemands en sont-ils arrivés à construire des fusées pour le colonel Kadhafi ? L'oasis de Sebha, dans l'ouest de la Libye, ancienne étape des caravanes transsahariennes. Derrière l'image d'Épinal, les techniciens et ingénieurs allemands envoyés sur place se demandent ce qu'ils font là. Un beau jour, on est parti en Libye. Qui avait noué les contacts, à quelles conditions, on n'en savait rien. Leur projet initial visait à envoyer des fusées dans l'espace. Mais il a pris une toute autre tournure. En Libye, on s'est retrouvé à travailler dans un cadre purement militaire. Je crois que l'idée de départ, le lancement de fusées, était passée au second plan. Je dirais même que les Libyens ne s'y étaient jamais vraiment intéressés. Les voilà donc en plein Sahara. Tawiwa était un petit village au milieu du désert. En bordure se trouvait un terrain planté d'arbres. C'est là que le camp avait été installé. On vivait dans des mobile homes de 3 pièces, avec cuisine et salle d'eau. C'était assez fabuleux d'être logé là dans le désert, avec une piscine. De temps à autre, l'homme qui possède la clé de toute l'affaire fait une brève apparition. Lutz Kaiser, ingénieur, entrepreneur et franc-tireur. Il est à la tête de l'OTRAG, la première entreprise privée spécialisée dans les lanceurs spatiaux. Wir haben hier die Zentralsahara als größtes zusammenhängendes Wüstengebiet der Erde ausgewählt, unsere Flugversuche durchzuführen. Wir haben den Vorteil, dass wir auch später die Satellitenrakete hier schießen können, deren erste Stufe ja auch nach 150 Kilometern wieder zu Boden fällt und ohne die Gefahr zu haben, irgendjemanden zu schädigen, denn das ganze Gebiet ist hier unbewohnt, bis auf einzelne wenige Projekte. Ce pionnier de l'aérospatiale privée passe pour un doudingue. Il avait un projet fou et je crois tout à fait sincère. Il voulait faire ce que Elon Musk a réussi finalement ces dernières années, c'est-à-dire être le premier entrepreneur privé à lancer des satellites dans l'espace. Et il avait certainement un très haut niveau dans le domaine de l'aérospatial. Il était capable de concevoir des fusées. C'était une époque exaltante. Tout ce qui touchait à l'espace paraissait révolutionnaire. Il en imposait avec toutes ses idées. Pour un jeune technicien comme moi, c'était assez impressionnant. Tout le monde se tutoyait. On avait un grand projet enthousiasmant, rendre les vols spatiaux plus abordables. Et ça semblait à portée de main grâce à la société de Lutz Kaiser.
l'équipe fait acheminer au milieu de nulle part des tonnes de matériel et de carburant pour aménager un pas de tir et préparer un premier lancement. Lutz Kaiser est animé par une obsession. Il veut être le premier à placer en orbite des satellites de communication en grand nombre et à exploiter l'environnement spatial de la Terre. Et gagner gros par la même occasion. L'OTRAG s'est avéré être non pas un programme officiel, mais ce qu'on appellerait aujourd'hui une entreprise disruptive. Le principe étant qu'il n'y avait pas besoin de matériel de pointe hors de prix pour lancer une fusée en orbite. C'était une idée géniale. Géniale peut-être, mais un peu folle et vouée à l'échec, semble-t-il. C'est la particularité de l'aérospatiale. Il faut énormément d'argent, mais aussi beaucoup de place et un approvisionnement en carburant exceptionnel. On ne peut pas aller faire le plein d'une fusée dans une station-service. Ça demande des investissements colossaux, hors de portée d'un entrepreneur privé. Seule l'armée peut se le permettre. Ou alors un milliardaire, voire un multimilliardaire. Une abondance de fonds, un vaste terrain et une liberté d'action totale. Tout cela, Mouammar Kadhafi peut le leur offrir. Le dictateur libyen se présente comme l'homme fort, indépendant et capable d'arbitrer entre les deux grandes puissances du XXe siècle, les États-Unis et l'Union soviétique. Il est perçu comme quelqu'un qui a un petit pays, beaucoup d'argent, grâce au pétrole et au gaz. Il est perçu comme quelqu'un qui essaye de positionner son pays entre les blocs. Il représente d'une certaine manière un espoir, pas seulement en Libye, mais pour beaucoup de gens dans le monde. Arrivé au pouvoir sans effusion de sang en 1969, Kadhafi se laisse courtiser par les puissants et enivrer par les foules en délire. Un franc-tireur lui aussi, qui s'éloigne peu à peu de son image de militaire austère pour embrasser un rôle de tribun populaire. Grâce aux revenus du pétrole et du gaz, il acquiert des stocks d'armes en tout genre. Mais il lui manque la cerise sur le gâteau. Un missile de longue portée, si possible à capacité nucléaire. Les Libyens voulaient un engin militaire. Ils étaient ravis d'accueillir l'OTRAG. Pour le guide de la Révolution, peu importe que l'OTRAG travaille à une fusée et non à un missile. Un point qui a pourtant son importance. Construire un missile pour le régime libyen, c'était s'exposer à des protestations d'Israël, qui se trouvaient en première ligne en cas de tir. Ni les Israéliens ni les Américains ne tenaient à ce que cette fusée voie le jour en Libye. 4, 3, 2, 1, 0. Any supply to a country like Libya, especially by Germany, of deadly weapons, is from any human point of view most repulsive, because the German people must never forget what was done under the National Socialist regime to our people. And if they should provide our enemies with deadly weapons which may be turned against Israel, it would be a crime against humanity. Les craintes d'Israël ne sont pas infondées. Belüftung klar, Zündung klar, Vorstufe klar. Hauptstufe, Hauptstufe gegeben, Stecker gefallen. Historiquement, le développement de l'astronautique est le fruit de la barbarie nazie. L'inventeur de la fusée V2, Werner von Braun, a poursuivi son rêve de conquête spatiale au prix des pires crimes. En 1943, un camp de concentration est créé spécialement pour la fabrication de ce missile. Selon le principe nazi de l'extermination par le travail, quelques 20 000 travailleurs forcés perdent la vie en construisant l'engin de mort et de désolation souhaité par le régime.
erbringen die ersten Aufnahmen von V2 auf ihrem Flug nach England. Die Zeichen, die V2 in den Himmel schreibt, sind dem Auge noch sichtbar, wenn das Ferngeschoss sein Ziel erreicht hat. Le V2 peut atteindre 5500 km/h, ce qui le place hors de portée de l'aviation britannique. Il s'abat sur Londres à l'issue d'un vol de 5 minutes. Présenté comme une arme miraculeuse de représailles, il contribue encore à alourdir le bilan du conflit. Après la guerre, pourtant, les États-Unis déroulent le tapis rouge à Wernher von Braun. Präsident Kennedy kündigte die Eroberung des Weltalls durch die USA an. Zum Abschluss sagte er, die Technik, die wir hier sehen, ist weder gut noch böse. Die Macht, das zu bestimmen, liegt bei den Menschen. Wernher von Braun et son ancien acolyte SS Kurt Debus vont devenir les idoles des passionnés de conquête spatiale dans les années 1950 et 1960. Lutz Kaiser est l'un de ces jeunes rêveurs pour qui le cosmos incarne l'avenir. Quand j'étais encore à l'école, j'ai écrit une lettre à Wernher von Braun pour lui demander s'il valait mieux que je devienne astronaute ou concepteur de fusées. Il m'a répondu « Tu es déjà trop grand et trop gros pour être astronaute. Les petits gabarits coûtent moins cher. Et puis, à 30 ans, ta carrière sera finie, alors qu'un ingénieur peut travailler encore à 60 ans. » Alors j'ai choisi la voie la plus facile, sachant que j'avais très peu de chances de devenir astronaute. À l'Institut de recherche sur la physique de la propulsion à réaction de Stuttgart, il est enthousiasmé par les idées d'Eugen Zenger. Cet ingénieur, pionnier autrichien de l'astronautique, évoque la mise en orbite de satellites artificiels autour de la Terre. Ja, darüber kann man sich ein bestimmtes Bild machen. Wenn Sie die Geschwindigkeit etwas steigern, auf 28.000 Kilometer pro Stunde, dann wird diese Bahn eine Kreisbahn um die Erde werden, eine der bekannten Satellitenbahnen, wie sie die Satelliten des geophysikalischen Jahres ja beschreiben. L'idée fait son chemin. Lutz Kaiser veut à son tour être l'un de ceux qui ouvrent la voie. Il crée avec d'autres étudiants un groupe de travail sur l'aérospatiale. Ses membres conçoivent des fusées dans l'espoir de les envoyer dans l'espace. Doté d'un ego surdimensionné, le jeune homme a même les honneurs de la télévision. Un reportage le montre fasciné par des tests sur des moteurs à réaction. Herr Kaiser, Sie und Ihre Kollegen, die Arbeitsgemeinschaft für Raketentechnik und Raumfahrt an der Technischen Hochschule Stuttgart, sind also die Wernher von Brauns von morgen. Wir möchten versuchen, an modernen Problemen, wie sie die Raketentechnik und Raumfahrtforschung mit sich bringt, zu lernen. Très vite pourtant, il faut déchanter. S'il est possible de faire de la recherche et des essais sur des propulseurs, pas question de lancer des fusées dans l'Allemagne post-nazie. Lutz Kaiser a beau viser les étoiles, ses plans ne décollent pas. Il faut se souvenir qu'après la guerre, l'aérospatiale était un domaine interdit aux Allemands. Ils n'avaient le droit de construire que l'étage supérieur des fusées, c'est-à-dire un engin partiel. Le secteur était pour ainsi dire inexistant en Allemagne. Pourtant, les spécialistes allemands sont demandés dans le monde entier. Ils sont tout un groupe à s'installer au Caire dans les années 1960 afin de construire des fusées pour Gamal Abdel Nasser, le très populaire président égyptien. Comme à l'époque nazie, les ingénieurs ne semblent pas étouffés par les scrupules. Nasser assiste en personne au lancement d'un engin qui ressemble étrangement à un V2. Peu de temps après, il se vante de pouvoir l'envoyer assez loin pour toucher Israël. Assumant un ton populiste, Nasser semble incontrôlable. Cette succession d'événements provoque des manifestations à Jérusalem. 15 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale, les Israéliens craignent que l'histoire ne se répète.
Vous imaginez, après la Shoah, l'Allemagne était en train d'aider l'Égypte à anéantir Israël. Que fallait-il en penser? Ça n'avait rien d'anecdotique. C'était la destruction annoncée de tout et de tous. Le projet tourne à l'échec. Les fusées allemandes s'avèrent impossibles à piloter. Mais en Allemagne, une nouvelle génération d'experts en aérospatial est dans les starting blocks et bénéficie de généreux financements publics. Avec ses camarades, Lutz Kaiser veut concrétiser l'ambition d'Eugen Sänger et envoyer des satellites dans l'espace. Leur idée, une fusée aussi simple que possible, d'une conception sommaire et bon marché. Car pour prendre l'avantage sur le futur marché des satellites, il faut pouvoir réaliser des lancements en masse à bas coût. Les premiers tests de moteurs ont lieu dans les années 1970 à Lampoldshausen, non loin de Stuttgart. On était coincés dans un bunker. On croisait les doigts en fixant des yeux les instruments de mesure et le décompte des secondes, jusqu'au décollage. Une fusée à bas prix ne coûte pas rien, mais elle revient 10 fois moins cher qu'une fusée classique. Aujourd'hui, on envoie un satellite de 10 tonnes avec Ariane 5 pour 200 millions de dollars. Nous, on voulait faire ça pour 10% de ce prix. Un poste de dépense pèse particulièrement lourd. Le carburant représente plus de 90% de la masse d'une fusée. Le reste, c'est la structure, la coque, les réacteurs et la charge utile. Mais le carburant joue un rôle essentiel. Et là encore, notre philosophie à bas coût, entre guillemets, présentait un intérêt. On a misé sur l'association de l'acide nitrique et du fioul, particulièrement bon marché. Mais la combustion s'est avérée très compliquée. Personne au monde n'a jamais réussi à faire brûler ce mélange avec un rendement élevé, sauf avec notre technologie. Lutz Kaiser intègre Kurt Debus, proche collaborateur de Wernher von Braun, dans son entreprise. L'OTRAG, en version longue la Société anonyme de fusées et de transport orbital, mise tout sur le marketing pour ses nouvelles façons de faire. Jusqu'alors, on construisait des fusées à étages, un niveau, puis un autre, et encore un autre. On envoyait le tout dans l'espace et on larguait l'étage inférieur une fois le carburant épuisé. On n'imaginait pas procéder autrement. C'est une technologie qui est vraiment formidable, mais très onéreuse. Alors l'équipe s'est dit, on va plutôt construire une série de fusées standards, solides. Une dizaine, une centaine, peut-être plus. Puis on va les assembler en faisceaux, et cet agencement va permettre d'obtenir une poussée importante. C'était une idée originale qui posait certains problèmes, mais qui présentait aussi des avantages. Ça pourrait peut-être marcher, et l'OTRAG, de ce point de vue-là, pouvait être perçu comme un pionnier. Ça méritait d'être essayé. À la même époque, Mouammar Kadhafi affiche de plus en plus ouvertement ses ambitions délirantes pour la Libye. Et il commence à se prendre pour un messie politique. Mais il y avait ce côté démiurgique très fort. Je suis un petit berger, je suis né sous une tente, mais je vais, avec l'aide de Dieu, transformer ce pays et réaliser quelque chose qui n'a pas été réalisé avant. L'un des modèles de Kadhafi est le président égyptien Gamal Abdel Nasser, lui aussi d'extraction modeste et arrivé au pouvoir par un coup d'État. Il est alors l'espoir du monde arabe et le fer de lance du panarabisme. Mais il meurt d'une crise cardiaque en 1970. Sa disparition laisse une place vide.
Le dirigeant libyen décide de saisir sa chance. Les premiers temps, il se montre encore accessible. Sur les rares images de cette époque, on le voit à son domicile, une modeste résidence d'officier. Il se façonne une image classique de dirigeant et veut apparaître comme un homme du peuple absorbé par le travail. Mais Kadhafi trace seul sa route. Plus les caméras s'approchent de lui, plus il se fait distant. C'est un chef d'État discipliné et sans pitié. L'évolution ultérieure de Kadhafi, ce mad dog, alors c'est lui qui a traité de chien fou, évidemment, les opposants, tous les gens qui s'opposaient à lui, et bien sûr, après, les Occidentaux l'ont traité lui-même de chien fou, de chien enragé à abattre. Mais il y avait cette idée, on doit avoir peur de moi, et bien sûr, psychologiquement, ça explique qu'il ait voulu acquérir la technologie nucléaire. Si Kadhafi tente très tôt d'obtenir la bombe atomique, c'est aussi l'ordre social qu'il cherche à dynamiter. Dans la société traditionnelle libyenne, il opte pour la cause la plus sulfureuse qui soit, le féminisme. Le chef de l'État se met en scène comme un libérateur des femmes, comme s'il allait symboliquement castrer tous ses concitoyens mâles. C'était bien sûr une rupture avec les structures patriarcales très importantes en Libye et dans le monde arabo-musulman en général. Il était très fier de ça, mais c'est important de comprendre que dans la psychologie de Kadhafi, il y avait cette idée, on ne peut plus compter sur les hommes, donc peut-être que les femmes vont aiguillonner d'une certaine manière l'orgueil masculin et qu'il y aura une espèce de réaction. Je crois que pendant un certain nombre d'années, c'était ça, sa mentalité. Et bien sûr, avoir des fusées et avoir l'arme nucléaire, alors en plus, c'est avoir, alors je ne veux pas faire de la psychologie de bazar, mais c'est évidemment avoir une très grosse preuve de virilité. Émancipation totale, maîtrise absolue. Kadhafi recherche les extrêmes et veut éclipser tous ses rivaux, y compris dans le domaine militaire. Mais il en est encore loin. La Libye ne possède même pas un missile digne de ce nom. À l'époque, l'Otrag est encore une entreprise obscure. Ses équipes créent les premiers programmes informatiques censés permettre le décollage et le vol des futurs lanceurs. Pour donner un coup de pouce à sa société, Lutz Kaiser a une idée ingénieuse. Négocier avec les pouvoirs publics des avantages fiscaux pour ses investisseurs. L'Otrag a toujours été une machine à lever des fonds. Elle permettait de bénéficier de déductions fiscales de façon tout à fait légale. C'était un bon placement pour les gens aisés, voire fortunés. Tout investissement dans les technologies aérospatiales pouvait être défiscalisé avec la bénédiction de l'administration des impôts. De surcroît, toutes les pertes étaient garanties jusqu'à concurrence de 260%. Là encore, avec l'accord des services fiscaux du Land de Hesse. Autrement dit, si vous achetiez des parts à hauteur d'1 million, vous pouviez déduire les pertes le cas échéant jusqu'à 2,6 millions. Grâce à des investisseurs venus de tous horizons, y compris des stars du petit écran, les millions affluent dans les caisses de l'Otrag.
Bientôt, toute l'équipe se délocalise vers l'hémisphère sud à bord de sa propre flotte aérienne. Direction le Zaïre, l'actuelle République démocratique du Congo. Situé au niveau de l'équateur, le pays présente des conditions idéales pour envoyer des fusées en orbite autour de la Terre. Les avions de l'OTRAG, qui atterrissent sur une piste aménagée pour l'occasion, apportent du matériel, du carburant. Le président du Zaïre, Mobutu Sese Seko, est à la tête d'un régime sanguinaire fondé sur le culte de la personnalité. Il loue à l'entreprise allemande une parcelle gigantesque. On avait à notre disposition un terrain de 100 000 km². C'était immense, presque aussi grand que la RDA à l'époque. Et comme nous étions une trentaine ou une cinquantaine, c'était à peine suffisant pour gérer une telle surface. Sur ce haut plateau, nous étions vraiment coupés du monde. Il n'y avait rien aux alentours, rien du tout. À présent, le projet devient très concret et entre dans sa phase potentiellement lucrative. Et pas seulement pour l'OTRAG. Mobutu devait percevoir 50 millions de Deutschmark après le premier lancement réussi. Il se prenait pour Dieu en personne. Au début de chaque journal télévisé, il apparaissait fendant les nuages. Selon lui, les gens avaient besoin d'un leader comme lui, intouchable et quasi divin. Et quand il y a gros à gagner, le chef prend généralement 10%. On n'appelle pas ça de la corruption, c'est la part qui lui revient. Les deux premiers lancements se déroulent sans accroc. À la surprise générale, Mobutu décide d'assister en personne au troisième lancement, en présence de son entourage et de la presse internationale. Mais le troisième lancement tourne au désastre. Après un petit bain de foule, Mobutu repart. Et c'est ainsi que le reste du monde apprend ce que trament les Allemands sur le sol zaïrois. Et pas seulement du côté soviétique, et il y avait le soupçon que peut-être des forces obscures dans le gouvernement allemand étaient en train d'essayer de contourner les interdictions issues des traités de l'après-guerre en matière d'acquisition et de possession de fusées et, le cas échéant, d'armes de destruction massive. L'objectif était de discréditer l'Allemagne de l'Ouest. Pour ce faire, on a fait courir le bruit que l'OTRAG poursuivait des objectifs militaires. Même si ces accusations visaient une société privée, indirectement, c'est la République fédérale qui était ciblée. Tout était piloté depuis Dar es Salaam, qui ne cachait pas ses sympathies pour l'URSS. L'agence de presse est-allemande y avait installé une antenne et elle a créé un tissu de mensonges qui est ensuite remonté à Berlin-Est, puis à Moscou. À chaque étape, on en a rajouté une couche. Et Brejnev a fini par y croire. En mai 1978, Léonid Brejnev, secrétaire général du Parti communiste et numéro 1 de l'URSS, arrive à Bonn, la capitale ouest-allemande.
En pleine crise des euromissiles, l'équipée de Lutz Kaiser en Afrique tombe très mal. La RFA, qui a non seulement toléré mais soutenu le projet, décide d'arrêter les frais. Aux yeux du chancelier Helmut Schmidt, le coût politique de cette initiative privée commence à devenir absurde. Le chancelier Schmidt était exaspéré. Parce qu'il ne pouvait pas voir Brejnev sans que Brejnev lui en parle, il ne pouvait pas voir Giscard sans que Giscard lui en parle, il ne pouvait pas voir Carter sans que Carter lui en parle. Lors d'une visite à son homologue et ami Valéry Giscard d'Estaing, Helmut Schmidt lui raconte tout. L'Otrag, les avantages fiscaux. Le président français va à son tour pousser Mobutu à expulser Lutz Kaiser. À l'époque, le chancelier Helmut Schmidt en a parlé à des journaux très sérieux. Et je me souviens d'une phrase qu'il a dite. « Je pourrais tordre le cou à ce type en parlant de Lutz Kaiser. » Il n'en pouvait plus de cette histoire. Avec le recul, 45 ans plus tard, ça paraît effarant qu'un chancelier fédéral parle en ces termes d'une grande entreprise allemande. Helmut Schmidt sauve ainsi la face, y compris vis-à-vis du président américain Jimmy Carter. La rampe de lancement au Zaïre est abandonnée. Les équipes de l'Otrag désertent le campement. En vérité, l'entreprise est au bord du gouffre. Sous la pression des autorités ouest-allemandes, le dispositif de déduction fiscale est abandonné. En outre, il est prévu d'effectuer des contrôles sur les exportations de matériel aérospatial. En l'absence de fonds et d'un pas de tir, l'Otrag risque la faillite. On est donc reparti en quête d'une aire de lancement. Ça peut paraître un peu mégalo, mais on avait séparé le monde en deux. Lutz Kaiser s'est occupé de la partie est du globe. Il songeait aux Philippines, peut-être à l'Australie, pour installer notre site. Et moi, je me suis attaqué à l'ouest, plus précisément au Brésil et à l'Argentine. Mais cette tournée mondiale ressemble à une course perdue d'avance. Dès qu'on s'apprêtait à conclure un accord ou qu'un pays était sur le point de nous promettre quelque chose, la politique nous rattrapait. Le message passait par les canaux diplomatiques. Ces gens ont causé des soucis en Afrique, ne vous embarquez pas là-dedans. Tel un VRP de luxe, Lutz Kaiser se déplace en jet privé. Ces plaquettes publicitaires montrent des faisceaux de fusées capables de porter des charges de tout type. L'une des infographies indique sans ambiguïté une utilisation de ces engins à des fins militaires. À la grande surprise de l'Otrag, un seul pays semble être intéressé, la Libye. Il fallait renflouer les caisses et les financements privés ne suffisaient plus. On devait donc trouver des États intéressés par une application militaire. C'était l'assurance de moyens plus importants. Werner von Braun avait fait la même chose dans les années 30. La démarche n'avait rien d'étonnant. Les rumeurs concernant la nature des activités de l'Otrag au Zaïre étaient infondées. Mais de toute évidence, les Libyens étaient sérieux dans leurs intentions. Ils voulaient un missile, un engin militaire. Ils étaient ravis d'accueillir l'Otrag. La Libye semble être la dernière issue. Les employés de l'Otrag ne se doutent pas de ce qui les attend. On est parti là-bas en toute bonne foi, pour reprendre ce qu'on avait dû interrompre au Zaïre. Le reste n'était que pure spéculation. Pour une discrétion maximale, la zone d'essai de l'Otrag est maquillée en exploitation fruitière. L'objectif est que les Allemands s'y sentent chez eux. Selon certains, les conditions sont moins idylliques qu'au Zaïre, mais les salaires sont généreux. L'équipe bien rodée s'efforce de trouver ses marques au milieu de nulle part.
Il y avait de grands arbres qui fournissaient de l'ombre. Derrière le banc de test s'étendait le désert. D'un côté du sable, de l'autre un désert de pierre. C'était beau. L'avenir du projet est rarement abordé, comme s'il s'agissait simplement d'achever le travail commencé pour un autre commanditaire. La technologie employée reste la même qu'au Zaïre. Un module de base constitué de 4 tubes cylindriques et autant de moteurs, sans oublier un pas de tir improvisé. En gros, il s'agissait de construire un échafaudage de la bonne hauteur. 1er mars 1981. Le premier lancement d'une fusée en Libye est imminent, un engin de 12 mètres. Lutz Kaiser est présent. D'ordinaire, il sillonne la planète en jet privé, ne se posant plus qu'à de rares occasions. Les préparatifs semblent brouillons. Le fondateur de l'Otrag semble de plus en plus indifférent, comme s'il commençait à s'ennuyer. Pense-t-il encore pouvoir sauver son projet? Il n'en laisse rien paraître. Reste à savoir si ce nouveau lanceur va dévier de sa trajectoire, voire s'écraser comme au Zaïre. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Cette fois, l'essai est fructueux. L'engin s'élève tout droit dans le ciel sur quelques kilomètres. Puis vient le moment de collecter les morceaux et d'analyser les données de vol. À première vue, l'Otrag semble à nouveau sur de bons rails. Mais il n'en est rien. Dans son magazine d'actualité politique, la BBC pose la question qui fâche. When is a rocket not a rocket? In Zaire, it seemed it really was a rocket. That is something like this, which goes that way to put something into space. But the same device, tilted, say, to an angle of 45 degrees, could, of course, become something very different. A missile possibly carrying a warhead. Whatever Gaddafi says, there's nothing particularly peaceful or legal about his record so far. A missile of the sort envisaged, no matter how crude or unwieldy, could be a chilling proposition with its range of 2,000 kilometers. And not only for the Middle East. Dans le sillage du premier lancement libyen, le ministère ouest-allemand de la Défense s'interroge lui aussi sur une éventuelle utilisation militaire des lanceurs de l'Otrag. Dans un rapport officiel, on peut lire « Le concept de fusée à bas coût proposé par l'Otrag est mieux adapté à des missiles courtes et moyennes portées qu'à la charge nécessaire pour une mise en orbite. Une fois l'engin lancé, le processus est irréversible. Cette technologie pourrait servir à des fins de chantage. » Les spécialistes ont toujours dit que les fusées de l'Otrag n'étaient pas adaptées à une utilisation militaire. Mais il n'était pas à exclure que le programme prenne une autre direction à un moment donné. Apparemment, le contrat conclu avec l'Otrag portait aussi sur le développement de missiles balistiques d'une certaine portée. Kadhafi en personne vient inspecter le projet. Ça a suscité un certain émoi. Lors de la venue de Kadhafi, on a voulu prendre des photos, mais les appareils ont été confisqués. Ce n'était pas permis. Tout s'est quand même bien passé. Il est venu avec son cortège militaire et il est reparti. Kadhafi louvoie entre les questions trop curieuses et les supputations, cultivant un flou habile dans ses réponses. I think it is peaceful and civilian activity for investigation of space and something like this. Le monde continue de s'interroger.
Quels sont les projets de Kadhafi et ceux de Lutz Kaiser? C'est en Libye qu'il est devenu un véritable homme d'affaires. On a compris que c'était l'argent qui l'intéressait. Il aimait dépenser, mais pas pour la technologie. Lutz Kaiser mène une vie de jet-setter, entre le bal de l'Opéra de Vienne, la Côte Sarde et les soirées parisiennes. Pendant ce temps, la situation en Libye lui échappe. Monsieur Kaiser s'est retrouvé sur la touche en Libye. Au bout d'un moment, il n'était même plus là. Inquiets des nouvelles en provenance de Libye, les actionnaires de l'Otrag tapent du poing sur la table et exigent un changement de cap. Lutz Kaiser et son associé Frank Vukash ne livrent pas exactement la même version des faits. Le conseil de surveillance a remanié un peu l'organigramme de l'entreprise. Moi, qui étais numéro 2, j'ai pris la tête du directoire, à condition de mettre fin aux activités de l'Otrag en Libye. Et, si possible, de raccommoder nos relations avec le gouvernement fédéral allemand. Je suis parti parce que l'armée libyenne voulait récupérer le projet. Elle a décrété qu'elle allait construire elle-même ses fusées. J'avais parfaitement conscience que c'était à des fins militaires. Alors j'ai dit, non, je ne peux pas faire ça. Je suis parti avec l'espoir que Kadhafi recadrerait ses hommes et me rappellerait. J'ai attendu 2 ans, ce n'est jamais arrivé. Les militaires libyens ont mis la main complètement sur l'Otrag. Alors c'était évidemment un choc et ils ne pouvaient rien faire. Connaissant un petit peu le système libyen, il est difficile de croire que Kadhafi n'ait pas été au courant. Mais je pense qu'il y a eu une décision d'aller vers le nucléaire. Fini le rêve d'une constellation de satellites commerciaux. Le cauchemar de la guerre n'est pas loin. La situation en Libye a débouché sur quelques brouilles au sein de l'entreprise, pour parler pudiquement. Une moitié du personnel est resté en Libye, tandis que l'autre est rentré en Europe, refusant de travailler pour Kadhafi. Certains employés ont passé encore quelques temps sur place. Ils étaient payés 3 fois mieux qu'en Allemagne. Je ne peux pas leur en vouloir, c'était tentant. Mais il s'agissait clairement d'un programme militaire. J'ai décidé de partir. Quand j'ai compris qu'une application purement pacifique du projet n'était plus à l'ordre du jour. L'armée libyenne reprend le projet à son compte. De nouveaux ingénieurs et techniciens doivent être formés. La plupart des techniciens allemands se sont retirés. L'accès au pas de tir est désormais restreint et le site surveillé par des canons anti-aériens. Un colonel de la garde rapprochée de Kadhafi est nommé à la tête du projet. La destination des lanceurs ne fait désormais plus aucun doute. Au départ, on travaillait encore sur une fusée porteuse, mais au bout d'1 an et demi ou 2 ans, Kadhafi a changé d'avis. Et les lancements suivants ont été faits à partir d'un conteneur. C'était une petite fusée toute simple, assez mobile. Je me fichais de savoir pourquoi Kadhafi comptait l'utiliser. Je n'avais même pas posé la question. J'avais un autre regard sur les choses. Quelques images d'archives nous sont parvenues. Le lancement réalisé à partir d'un conteneur et la trajectoire suivie par l'engin semblent confirmer les intentions de Kadhafi. Tester un missile de courte ou de moyenne portée.
En Libye, on avait carte blanche pour mener à bien le projet. Et les essais étaient fructueux à 70%. Ce n'est pas renversant, mais ce n'est pas mal. Les lancements se succèdent. Mais à la même époque, un autre projet fait parler de lui. Les services de renseignement de la RFA apprennent qu'un groupe ouest-allemand, Imhausen Chemie, a contribué à la construction d'une usine à Rabta en Libye. Le site produit des armes chimiques bannies par la communauté internationale. Gaz moutarde, saumon ou encore sarin. Pas des têtes nucléaires, certes, mais des armes tout aussi effroyables. Que cherche Kadhafi? En 1984, au lendemain d'une tentative de coup d'État contre lui, il se montre dans les rues de Tripoli. The leaders of the Western world have called you a terrorist, Colonel Gaddafi. Your government is a terrorist government. Reagan is the biggest terrorist in the world. You are far from the civilization. We are a nation of civilization. Il achète ensuite des chemises devant les caméras. I think Britain decided to export terrorism instead of these goods. Le dictateur libyen semble de plus en plus imprévisible. On le soupçonne d'avoir commandité des attentats contre les États-Unis. Well, we know that this mad dog of the Middle East has a goal of a world revolution, Muslim fundamentalist revolution, which is targeted on many of his own Arab compatriots. And where we figure in that, I don't know, maybe we're just the enemy because it's a little like climbing Mount Everest, because we're here. Le 15 avril 1986, des bombardiers américains pilonnent Tripoli. Le quartier général de Kadhafi est touché. Mais personne ne s'attend à une riposte sérieuse de la Libye. Le guide de la Révolution a déjà fait tirer un certain nombre de fusées depuis son aire de lancement dans le Sahara. Mais le transfert de connaissances des Allemands aux Libyens se solde par un échec. Les engins ne sont pas adaptés à une utilisation militaire et ne peuvent notamment pas être pilotés avec précision. Les missiles de Kadhafi, un projet fou et condamné d'avance, comme le savait depuis longtemps le renseignement extérieur ouest-allemand. En 1983-84, on avait déjà des informations concernant 11 tirs d'essai, ratés dans leur grande majorité. La trajectoire des engins n'était jamais celle qu'on attendait, quand il n'y en avait pas un qui tombait en panne. Kadhafi n'a pas eu autant de succès que ça, et nous non plus. Les missiles décrivent des balais aériens de plus en plus extravagants. Le programme s'embourbe. Les engins restants sont inutilisables. Ils ont continué à bidouiller avec mes installations et ma technologie, tant qu'ils les comprenaient. Puis, au bout de quelques années, ils ont jeté l'éponge. Le premier projet spatial du secteur privé restera comme un avertissement. L'OTRAG sera un phare pour les projets à venir. Le mot phare évoque souvent un signal lumineux qui guide les bateaux. Mais un phare est planté sur les rochers pour avertir les marins. Attention, ne vous approchez pas, vous risquez de vous fracasser sur les rochers. Trouvez une autre route. Si l'OTRAG est un phare, elle peut être fière de cette réputation. Devenu multimillionnaire grâce à ses fusées, Lutz Kaiser, jusqu'à son décès en novembre 2017, passera les dernières années de sa vie au bout du monde comme un proscrit, sur un petit atoll des îles Marshall.
non loin du site choisi par Elon Musk dans les années 2000 pour lancer ses propres fusées SpaceX. Peut-être le projet de l'Otrag était-il simplement en avance sur son temps. Ce qui était frappant chez lui, c'est qu'il n'a jamais compris que venant d'un Allemand né pendant la guerre, ce genre de projet, à l'époque de la guerre froide, ne pouvait pas réussir. Et j'ai eu le sentiment de quelqu'un qui était dans l'incapacité d'analyser les conditions